Ça y est, c'est parti, l'événement mondial, la Coupe du Monde de football. Moustapha Kessous est mon invité. Vous y racontez les 100 histoires de la Coupe du Monde de football aux presses universitaires de France. Ça veut dire qu'on va vivre encore des moments d'anthologie qui vont s'ajouter à une histoire qui a pratiquement 100 ans, on va dire. Ah ben je l'espère. J'espère qu'on va vivre de grands moments avec de grandes histoires, de belles histoires, afin que je puisse peut-être les raconter dans quelques années. Oui, des histoires, vous en racontez une centaine. Parce que la Coupe du Monde, d'abord, on va dire, elle a été inventée par un Français. Comme souvent. Oui. Les grandes compétitions ont été inventées par les Français, que ce soit les Jeux Olympiques modernes, le Tour de France forcément, et encore une fois la Coupe du Monde. Alors, c'est un événement planétaire. Un mot, pourquoi c'est devenu un événement planétaire? On va raconter que ça ne l'était pas du tout au départ. Je pense que le football est un des rares sports au monde où il suffit d'un rien pour jouer. Il suffit d'un rien pour devenir une grande star. Que vous soyez né dans la crasse, dans les faubourgs de Buenos Aires ou à Rio ou en Seine-Saint-Denis, vous pouvez devenir un grand champion, un grand footballeur, devenir le capitaine de votre nation, l'emblème de tout un continent et réussir. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où c'est possible. Oui, c'était un sport de pauvres au départ. C'était un sport déjà populaire. Alors à l'époque, en Angleterre, ça a été né en Angleterre, mais il y a eu des Français, notamment Robert Guérin, donc, qui est le créateur de la FIFA, qui a su fédérer quelques fédérations qui commençaient à jouer entre elles. Et puis surtout Jules Rimet, qui a été après le troisième. On voit ici ce visage. Un Français, donc, qui est vraiment l'inventeur de la Coupe du Monde de football. L'un des inventeurs. C'est surtout, lui, c'est l'ancien président de la Fédération française. C'est son secrétaire général qui a eu l'idée d'une compétition internationale où les membres de la FIFA pouvaient se rencontrer et gagner. Mais ce qui est très important, c'est que Jules Rimet est un contemporain du baron de Coubertin, et c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui vient du peuple, il n'est pas un aristocrate, il savait déjà que dans les stades, il fallait réunir l'ensemble des couches sociales pour avoir un beau spectacle. Quelle est l'idée de départ? D'abord, pourquoi cette idée d'internationaliser ce sport? L'universaliser plutôt que l'internationaliser. Parce que le football se développait partout dans le monde. Parce que pour les pays, le foot est une belle vitrine aussi, et notamment pour les gouvernements et surtout pour les dictatures. Le football a servi paradoxalement et le sport et aussi des hommes politiques assoiffés de pouvoir. C'est-à-dire, vous voulez dire par là que le sport est devenu politique avec la Coupe du Monde? Intrinsèquement, le sport et la politique sont liés. Je ne vais pas vous parler de 1930 en Uruguay, mais déjà en 1934 en Italie, Benedetto Mussolini, donc le Duce, a fait de cette Coupe du Monde la chose, au point que Jules Rimet a dit un jour que le vrai président de la FIFA, c'était le Duce. Et d'ailleurs, lorsque l'Italie remporte la Coupe du Monde, eh ben, il offre sa propre coupe, qu'on a rebaptisée la Coppa del Duce, qui était 4 ou 3 fois plus grand que le trophée initial. Oui. En 1938, c'est l'un des chapitres de votre livre, les nazis inaugurent le mondial. C'est terrible. Ouais. Bah ouais. Avec la croix gammée sur le cœur. C'est le match inaugural. Ils font le salut nazi. C'est comme les Jeux Olympiques à Berlin en 1938. Je pense que ces grandes organisations, que ce soit le CIO et la FIFA, se sont fourvoyées avec des dictatures. Oui, et de tout cela, la Coupe du Monde survit toujours. Vous dites, elle traverse les océans, elle traverse l'histoire, elle traverse les dictatures, elle traverse tout. La Coupe du Monde est un des rares moments où l'on peut aimer ses couleurs sans détester l'autre. C'est pour ça que je pense que cet idéal a survécu. Oui, alors, je le disais, il y a tous ces moments difficiles, mais il y a tellement de moments de gloire. C'est ça qui reste, malgré tout. Il reste des moments de gloire, de joie, notamment avec de grands personnages comme Pelé, comme Maradona, et puis avec l'équipe de France, que ce soit Platini ou Zidane, qui a permis la victoire en 98. Les plus grandes légendes. D'abord, vous dites Pelé. Je pense que Pelé a été l'une des grandes stars, l'une des premières grandes stars. La première grande star brésilienne du football s'appelait Leonidas da Silva. Il avait marqué 7 ou 8 buts lors de la Coupe du Monde 38 en France. Personnage extravagant avec des dribbles incroyables. Il avait fait une bicyclette à Bordeaux. Les Français n'avaient jamais vu un geste aussi incroyable, aussi improbable. Et puis il était beau, donc il faisait à la fois chavirer les défenseurs et le cœur des Françaises. Un mot sur cette Coupe du Monde de la FIFA. On le disait il y a quelques instants, ça commence comme ça, un Français qui l'invente, et puis ça devient une affaire incroyable d'argent. C'est-à-dire que c'est des milliards. Au départ, il n'y avait rien. En 1930, les organisateurs avaient réussi à dégager 225 000 $. En 2010, la FIFA a dégagé 3,5 milliards. Donc c'est 15 466 fois plus important qu'en 1930. C'est beaucoup d'argent, mais l'organisation de la Coupe du Monde coûte très cher. 1,2 milliard.
Et puis, depuis 2001, depuis le 11 septembre, AXA a dénoncé le contrat avec la FIFA. La FIFA n'est plus assurée, donc elle doit s'auto-assurer. Donc elle doit avoir beaucoup d'argent pour pouvoir assurer ses bénéfices, les stades et le public et les joueurs. Ça reste quand même un plaisir de sport. On voit aujourd'hui le Brésil, évidemment, avec les difficultés économiques, des contestations. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est contestée. Je pense qu'on peut comprendre le peuple brésilien. Et puis, il y a une forme d'indécence de se dire qu'on dépense des centaines de millions de dollars dans des stades. Je me souviens, en Afrique du Sud, dans le Nord, j'avais couvert cet événement et j'ai été frappé de voir un super beau stade. Et les stades, les villages qui entouraient ce stade n'avaient même pas l'eau potable. Je pense que à partir d'aujourd'hui, je pense qu'à partir du Brésil, on ne pourra plus jamais organiser la Coupe du Monde de cette manière-là. Oui. Alors, si on parle du Brésil, évidemment, il y a le souvenir du Maracanã, c'est ça? Maracanazo. Voilà, le Maracanazo. En 1950. Voilà. Et ça, c'est inoubliable de perdre sur son terrain chez soi pour un Brésilien. 1950, le Brésil accueille la Coupe du Monde. Ils ont construit le plus grand stade au monde, le Maracanã, 220 000 personnes. C'est 10 fois la population de Rio. Et ils perdent en finale contre l'Uruguay. Ça a été un traumatisme, une mort collective. D'ailleurs, on a voulu trouver les responsables, et c'était les Noirs de l'équipe du Brésil, et notamment le gardien, Barbosa. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de gardien noir en équipe du Brésil jusqu'en 2006. Oui, ça veut dire que la Coupe du Monde doit réinventer ses valeurs aujourd'hui. La Coupe du Monde doit revenir à ce qu'elle était, c'est-à-dire plus simple, dépenser moins d'argent, utiliser peut-être déjà les stades existants et voilà, et redonner une autre image de la FIFA. Ça change probablement par une réforme de la gouvernance et par le président. Ça veut dire 772 matchs joués jusqu'à cette nouvelle Coupe du Monde, c'est ça? Ouais. Des buts, 2208 buts marqués, évidemment certains qui restent dans l'histoire, mais c'est un spectacle mondial qui réconcilie finalement les peuples. Oui, c'est devenu un spectacle, c'est de l'entertainment. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je pense que c'est un des rares moments où on peut être fier de ses couleurs sans détester l'autre. Je pense que c'est important de le dire. Oui, les valeurs, parce qu'évidemment, il y a moins de racisme, il y a plus de tolérance. Je ne crois pas trop, je pense qu'il y en aura toujours, ça fait partie de notre nature, mais le fair play entre les joueurs, même si parfois il y a des triches, on se souvient en 2010, la main de l'Uruguayen qui a empêché un but du Ghana, et donc leur qualification en demi-finale. Je pense que ça fait du bien aussi à certaines personnes de se retrouver derrière son pays, derrière un sport. Je pense que ça peut faire du bien au moral si l'équipe de France, en plus, va très loin. Alors, on va bien voir ça, en tous les cas. Merci Moustapha Kessous. Que sais-je, président universitaire de France, les 100 histoires de la Coupe du Monde de football. Vous avez raconté notamment que la Coupe a parfois été volée, mais parfois pas retrouvée. Merci d'avoir été notre invité. À bientôt. Merci.